Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël, de bonnes fêtes, etc., etc. On revient aujourd'hui pour faire le top gaming de 2025. Donc en 2025, j'ai pas fait énormément de jeux vidéo, mais parmi les quelques-uns que j'ai fait, il y a eu quand même globalement plutôt des très bonnes découvertes, donc ça c'est bien. Dont une qui a été vraiment très marquante pour moi, qui sera mon GOTY personnel de cette année. GOTY de cette année, ça va un peu dire la même chose, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros là il y a 4 jeux que je vais présenter qui ont été ceux qui m'ont le plus plu en 2025 et je les ai classés de la 4e place à la première, même si bon en soi ils sont tous les 4 vraiment bien, j'aurais presque pu les mettre à égalité, mais bon je me suis dit je vais faire un petit classement quand même. Et donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite et juste en rappelant à peu près ce que c'est et pourquoi ils m'ont particulièrement plu en 2025. Et je commence avec un jeu dont j'ai parlé extrêmement récemment puisque je l'ai fait sur cette toute fin d'année. Il s'agit de God of War 2018, voilà, qui a été le dernier point gaming que j'avais fait sur la chaîne. Donc du coup, je vous invite à aller regarder. Je mettrai les liens de toute façon à chaque fois des avis détaillés que j'ai fait sur ces différents jeux. Et donc God of War, voilà, je l'ai fait là en courant novembre, à peu près novembre-décembre. Et donc ça a été une très bonne découverte puisque moi j'avais découvert la série avec God of War Ragnarok et j'avais pas fait celui-ci avant, je l'avais encore jamais fait. Et donc là j'étais vraiment bien contente de découvrir le début de l'histoire de God of War Ragnarok et ça a confirmé mon intérêt pour cette série que je trouve vraiment hyper chouette. Donc on est avec Kratos et Atreus qui est encore enfant dans ce jeu-là et non pas adolescent comme dans l'épisode suivant. Et donc ils sont dans le monde de Midgard, donc dans la mythologie nordique, après les premiers jeux plus anciens qui se passaient plutôt en Grèce. Là on est dans la mythologie nordique, donc avec toutes les figures Odin, Thor, le serpent monde, la déesse Freya, etc. etc. Tout cet univers-là. Et c'était un très bel univers à explorer, voilà. C'est pas vraiment du monde ouvert, mais il y a quand même, on peut quand même pas mal se promener dans différents environnements, différents mondes, puisqu'on a les 9 mondes différents de la mythologie nordique et qui sont ici retranscrits de façon vraiment intéressante, je trouve, puisque chaque monde a vraiment une personnalité propre, c'est pas du tout les mêmes types de paysages, etc. Chaque monde est une véritable découverte, en plus de Midgard qui forme le monde principal où se déroule la majeure partie de l'intrigue de ce premier épisode. Et donc, voilà, God of War, bon, j'ai pas fait toute la série, hein, j'ai fait que les 2 derniers jeux, mais ça compte parmi les jeux que j'ai le plus aimé jusqu'à présent parce que je trouve que le gameplay est excellent, c'est super fluide, c'est hyper fun à faire, les combats sont vraiment hyper chouettes, l'histoire est intéressante, c'est bien écrit, c'est bien joué au niveau des personnages, la psychologie des personnages est intéressante, c'est très, j'arrête pas de dire intéressant, mais c'est très captivant de suivre l'évolution de la relation entre Kratos et Atreus depuis cet épisode-là jusqu'à Ragnarok, puisqu'il y a vraiment eu un assez gros travail d'écriture là-dessus, sur la relation père-fils, etc. Donc voilà, des très bons personnages. Tous les autres personnages secondaires aussi étaient très bien faits. Et puis les graphismes sont hyper beaux. Donc ça, c'est un jeu PS4 qui a été un peu boosté pour la PS5, mais qui de base était, je pense, déjà très beau. Le Ragnarok est à peu près du même niveau et donc voilà, c'était vraiment un plaisir de graphisme, un plaisir de gameplay, un plaisir d'histoire, un plaisir de personnage. Voilà, j'ai pratiquement aucun point négatif sur ce jeu, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, avec des très beaux combats. J'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de combats de boss, mais bon, en soi, voilà. Et puis il y a quand même eu la Reine des Valkyries à la fin qui a été vraiment très bien, un très beau combat. Donc voilà, c'était une très bonne expérience pour moi en 2025. Je suis contente de l'avoir faite. Et j'espère qu'il y aura une suite, que la série God of War va continuer sur cette lancée. En tout cas, moi, je suis cliente de cet univers. Donc voilà, je l'ai mis à la 4e place de ce top 2025. Ensuite, à la 3e place, alors j'ai hésité entre les 2e et les 3e. Au début, lui, je voulais le mettre en 2e, puis finalement, j'ai fait passer un autre jeu devant. Mais ça a été quand même... Enfin, il aurait pu être 2e aussi, quoi. Il s'agit de Yakuza Kiwami 2, qui est un jeu que j'ai fait plutôt en début d'année, donc qui est la suite directe de Yakuza Kiwami que j'avais fait en 2024, qui avait été aussi une de mes meilleures découvertes de gaming
l'année dernière. Donc, et je pense que je vais me faire probablement un Yakuza tous les ans. Donc en 2026, j'ai l'intention de jouer à Yakuza 0, qui est le préquel de l'histoire de Kiwami. Bref. Donc là, dans Yakuza Kiwami 2, on suit Kiryu qui vient de tomber sur un nouveau rival très important. Alors, j'ai une mauvaise mémoire des noms, donc là, le nom de son rival, Ryuji, voilà, ça ne me revenait plus. Donc Ryu se retrouve face à Ryuji Goda, qui est un type très très badass qui a décidé de se lancer dans une guerre contre le clan Tojo, dont fait partie Kiryu, pour diverses raisons. Et donc, en fait, globalement, c'est assez similaire à l'expérience de Yakuza Kiwami. Donc, il y a beaucoup de bastons, c'est ça qu'on aime bien dans ce jeu-là. Mais il y a aussi une histoire qui est plutôt bien écrite, des personnages super intéressants, attachants, très bien faits. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important pour moi personnellement dans la série Yakuza, en tout cas dans les 2 épisodes que j'ai testés, c'est les personnages. C'est vraiment ça qui me fait revenir vers cette série, parce que même si le reste est bien aussi, c'est vraiment les personnages pour lesquels moi j'ai eu un réel coup de cœur sur cette série-là. Kiryu, c'est vraiment un de mes personnages préférés de la pop culture, que ce soit gaming, cinéma, livre. Kiryu, c'est vraiment un de mes personnages préférés, tous univers confondus. J'aimais également beaucoup le personnage de Majima. Le personnage de Ryuji, donc l'antagoniste principal de cet épisode, était très réussi également. Et j'adore le côté complètement déjanté de cette série qui est assez paradoxal parce qu'on a à la fois des histoires qui sont parfois très sombres et assez violentes et un aspect complètement barré, mais genre vraiment complètement barré avec des trucs complètement what the fuck. どや楽しんどるが最高のプレイやろ何もかも忘れてたっぷり甘えてえんじゃ進むちゃん勝手に外したらダメでちゅよああバブバブすまないが俺の趣味じゃない悪いが帰らせてもらうぞ Et moi j'adore ça et je trouve que c'est assez représentatif d'un certain pan de la culture asiatique, d'avoir ce contraste entre une violence extrême et un humour complètement décalé dans une même œuvre. C'est quelque chose que j'ai déjà remarqué, que ce soit dans la série Yakuza ou même dans des films asiatiques au cinéma. Et moi je suis assez réceptive à ce genre de contraste en général, j'aime plutôt bien ça. Et là, voilà, dans Yakuza, on est vraiment servi avec ça. Et le gameplay est super chouette. Voilà, c'est du jeu de baston, donc faut aimer le jeu de baston. Mais là, c'est comme il y a un côté complètement délirant. C'est pas juste de la bagarre sérieuse, on va dire. Il y a des trucs qui sont limite surnaturels. À certains moments, les personnages ont des pouvoirs. Voilà, donc c'est assez drôle. C'est de la baston qui est drôle, où on peut vraiment s'éclater à faire des combos absolument improbables. Et puis, voilà, l'histoire est aussi très intéressante à suivre, comme je le disais. Alors malheureusement, c'est un jeu qui n'est pas disponible en français, donc il faut maîtriser soit l'anglais, soit le japonais pour pouvoir y jouer. Mais si vous êtes au moins anglophone, c'est une série que je conseille très très fortement. Moi, en tout cas, ça a vraiment été une de mes plus belles découvertes en matière de gaming. Et donc, comme je le disais, l'année prochaine, je ferai Yakuza 0. Et ensuite, je pense que je continuerai la série avec Yakuza 3, 4, etc. Jusqu'à arriver à l'arc narratif actuel qui est Like a Dragon. Voilà, j'ai envie de les faire plutôt dans l'ordre chronologique. En tout cas, voilà, en cette année 2025, j'ai fait le Kiwami 2 et c'était très très bien. Ensuite, donc à la 2e place, celui qui a piqué sa place, je dirais, au dernier moment à Yakuza. C'est un jeu que j'ai fait également assez récemment. Il s'agit de Horizon Zero Dawn Remastered. Voilà. Donc, comme pour Ragnarok, comme pour God of War, j'ai commencé par le volet le plus récent. Donc, j'ai commencé par Forbidden West avant de faire le Zero Dawn. Donc, j'ai fait dans l'ordre inverse. Mais ça ne m'a pas plus gêné que ça. Et j'étais très très contente de découvrir cette version remasterisée de Zero Dawn qui est super. Voilà, j'ai trouvé que au niveau des graphismes et du gameplay, on avait la même qualité que pour Forbidden West, donc c'est un très bon remaster pour un jeu qui était à la base un tout petit peu plus ancien. Et donc j'étais très très contente de retrouver Aloy dans ce monde un peu post-apocalyptique, science-fiction, à la fois aventure et science-fiction.
Et voilà, Forbidden West, ça avait été le tout premier jeu que j'avais fait sur la PS5 et j'avais vraiment adoré. Ça avait été un coup de cœur, ouais, Forbidden West, c'était super, super, super. Et donc là, Zero Dawn, ça a également été une très bonne découverte. Je pense que ma préférence reste pour Forbidden West quand même, parce qu'on a un petit peu plus de possibilités en fait dans Forbidden West. Mais c'était également super bien de découvrir Zero Dawn, de découvrir le passé de Aloy, la façon dont l'histoire s'est mise en place, etc. Et puis, bah voilà, il y a un monde qui est très vaste à explorer. On est sur un open world hyper riche, hyper vivant, avec des très très beaux graphismes. Les combats sont super chouettes. Il y a des combats de boss qui sont assez épiques contre des machines géantes, etc. Donc c'était vraiment de l'action comme je l'aime, on va dire. Je dirais que la seule petite déception que j'ai eue sur Zero Dawn, c'est que le combat de boss final m'a semblé un petit peu en dessous. Voilà. J'en avais pas parlé, je crois, quand j'avais fait mon avis détaillé dessus, mais voilà, j'ai trouvé que la fin du jeu était un tout petit peu abrupte. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire pour le combat de boss final, mais c'est parce qu'en fait j'étais restée dans ma mémoire, on va dire, sur le boss final du DLC de Forbidden West qui était absolument monstrueux. Et donc je m'attendais à quelque chose du même calibre dans Zero Dawn, et en fait non, dans Zero Dawn on est un cran en dessous, c'est pas aussi spectaculaire que dans Forbidden West. Mais bon, franchement, mis à part ce petit détail, là encore, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce jeu, c'était super, c'était que du plaisir, voilà, un super gameplay, super graphisme, et puis ça fait partie de mes séries préférées. Et là encore, j'attends avec impatience de voir s'il y aura un prochain volet. Je pense que oui, j'espère que oui. Et donc, du coup, je mets Zero Dawn à la seconde place de ce classement. Et donc, vous aurez, je pense, probablement deviné qui est mon GOTY personnel de 2025. Un jeu que j'ai fait plutôt en début d'année et qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui a vraiment marqué mon expérience de gameuse, et je pense qu'il va m'avoir marqué pour longtemps. Il s'agit de Black Myth Wukong. Voilà, Black Myth Wukong, j'ai fait un très long avis détaillé dessus. Si vous voulez aller regarder la vidéo, j'avais également fait une série avec des let's play. J'avais pas montré le jeu en entier, mais j'en avais montré quand même une bonne partie, ainsi que les boss les plus spectaculaires. Donc je vous invite à aller regarder ça si vous voulez voir un petit peu comment ça se présente. Mais donc c'est un jeu chinois où on incarne Sun Wukong, qui est un personnage de la mythologie qui se rebelle contre le panthéon divin et qui du coup va se faire un peu exiler en quelque sorte, et qui va devoir faire une longue pérégrination en se battant contre toutes sortes d'ennemis et de personnages pour finalement essayer de retrouver son statut, ou en quelque sorte de se réincarner pour retrouver sa divinité. Je l'explique très mal, mais voilà, en gros c'est un très long périple, puisque c'est inspiré de la pérégrination vers l'ouest, qui à la base est un roman. Et donc c'est un jeu alors qui est parfois présenté comme Souls-like. Je pense qu'il est un peu à la frontière. Je ne sais pas si c'est complètement un Souls-like, je ne suis pas sûre, mais en tout cas il y a beaucoup d'éléments qui y ressemblent, et c'est un jeu avec un niveau de difficulté assez relevé. Et c'est là que pour moi ça a été vraiment une expérience très marquante, c'est parce que c'était la première fois que je me heurtais à un jeu aussi difficile. Voilà, les jeux que j'avais fait jusqu'à présent, il y en avait qui avaient parfois des petits pics de difficulté, mais globalement c'était des jeux d'aventure voilà, plutôt classiques, on va dire. Là c'était la première fois que je me confrontais à un jeu vraiment de type Souls-like, ou en tout cas approchant. Et la difficulté m'a fait assez peur au début. J'ai eu un moment je dirais pas de découragement, mais de surprise face au niveau de difficulté, où je me suis dit « Ouh là 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 », j'étais pas sûre d'y arriver. Et puis finalement, j'ai réussi à surmonter le démarrage qui était un petit peu hard. Et puis, d'heure en heure et de session en session, j'ai affronté des boss de plus en plus compliqués. Pour la première fois, je me suis retrouvée face à des boss qui me prenaient 4 heures, 5 heures, 8 heures, 9 heures. Voilà, le plus long m'a pris en tout 9 heures de tentative, 8 à 9 heures. Donc c'était vraiment la première fois que je me confrontais à ça, à ce type d'expérience en matière de gaming, où on est vraiment sur un jeu qui est long,
qui est ardu, qui demande beaucoup d'investissement et d'énergie, où vraiment quand tu allumes ta PS5, tu te dis que tu vas à la guerre, quoi. Genre c'était limite ça des fois. Et, et ça aurait pu me dégoûter en soi, parce que voilà, peut-être que j'aurais pas aimé ce type d'expérience. Mais en l'occurrence, j'ai aimé ça. J'ai découvert que j'aimais vraiment ça, ce genre de défi très très long et très relevé, où tu dois vraiment réessayer 1000 fois. Tu dois apprendre par cœur, tu dois te forcer à t'améliorer, à devenir meilleur, le fameux Get Good là qu'on voit passer partout sur Internet. Voilà, c'est une philosophie qui ne plaît pas à tout le monde, je le sais, la philosophie Get Good, je sais que ça énerve parfois beaucoup les gens, mais moi j'ai été plutôt réceptive en fait à cet état d'esprit où tu te retrouves face à un truc qui est vraiment dur, qui parfois a l'air même carrément injuste, mais où tu continues quand même d'essayer. Et à la fin, tu y arrives, quoi. Et quand tu y arrives, tu te dis, bon, ok, j'ai réussi à gravir la montagne, quoi. J'ai réussi à faire un truc qui, au début, me semblait impossible. Et je trouve que c'est très satisfaisant et gratifiant quand on atteint, en fait, cet éveil-là, si je puis dire. Bon, je dis éveil parce que ça me fait penser à tout le truc mythologique dans le jeu. Mais voilà, ça a été une expérience pour moi très révélatrice et qui m'a vraiment donné envie de continuer sur cette lancée, d'essayer des vrais Souls-like, si je puis dire. Donc je pense probablement le prochain que je ferai, ce sera sans doute Elden Ring. Mais voilà, en tout cas, Black Myth pour moi a été une initiation, vraiment une initiation quasiment spirituelle à un certain état d'esprit de gamer, quoi, face à la difficulté. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon GOTY 2025, c'est parce qu'il m'a profondément marqué par rapport à ça, et aussi parce que c'est un très bon jeu, tout simplement, alors qui parfois peut avoir des tout petits soucis techniques, parce qu'en fait, il y a tellement de détails, il y a tellement de mouvements, de trucs dans tous les sens, c'est un jeu qui est tellement riche, que je pense que ma PS5 avait peut-être parfois un tout petit peu de mal à charger certains trucs, même si en soi, c'était pas vraiment gênant, c'est juste des petits détails où des fois les paysages mettaient quelques secondes à se charger. Parfois j'avais l'impression que la réponse de la manette n'était pas aussi immédiate que ce que j'aurais voulu. Peut-être que sur PC, avec des configurations plus puissantes, ce genre de problème n'existe pas, je ne sais pas. Mais voilà, malgré de tout petits problèmes techniques à certains moments, les graphismes sont superbes, l'histoire est intéressante, c'est pas juste un jeu où tu avances en tuant des centaines d'ennemis et où on te raconte à peu près rien, quoi. C'est un jeu où il y a quand même une vraie histoire qui est racontée. De ce point de vue-là, c'est très différent de Elden Ring où tout est assez cryptique. Là, on a vraiment un scénario avec un début, un milieu, une fin, et c'est comme c'est inspiré d'un roman, en fait on nous raconte l'histoire du roman. Et donc c'était super intéressant parce qu'on découvre plein de trucs sur la mythologie chinoise, des personnages, des univers, des mondes. Voilà, moi j'étais complètement étrangère à ça. Et donc c'était vraiment passionnant à découvrir d'un point de vue culturel aussi. Et puis j'ai adoré le gameplay, voilà, qui n'est pas si exigeant que ça en vrai, parce que c'est un jeu qui est difficile, mais le gameplay n'est pas trop compliqué à apprendre en fait. C'est pas un jeu ultra technique où tu dois retenir 10 000 combos différents. En fait, le style de combat est finalement assez simple. Je dirais que c'est pas plus compliqué, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait voir dans God of War par exemple. Mais c'est juste que les ennemis sont très forts en fait. Les ennemis sont très très forts. En fait, pour faire une comparaison, le combat contre la Reine des Valkyries dans God of War, c'est ce qu'on a à un certain nombre de reprises dans Black Myth. Voilà, c'est un peu le niveau moyen de Black Myth Wukong. Alors sachant que c'est pas toujours aussi dur, en fait c'est assez en dents de scie le niveau de difficulté dans ce jeu-là. Vous avez parfois des moments qui sont assez faciles et parfois des moments qui sont très très durs, donc c'est assez surprenant, mais en même temps, du coup, ça apporte aussi quelques moments de répit. C'est pas horriblement dur tout le temps, voilà. Et ouais, voilà, le niveau est un peu relevé, mais le gameplay n'est pas si compliqué que ça à maîtriser. Donc je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée vers le type un peu Souls-like ou Souls-light ou Souls, ce que vous voulez. Puisque je dirais que c'est un peu à la frontière entre du jeu d'action-aventure classique et du jeu Souls, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Et voilà, je vais pas en parler plus longtemps que ça. Encore une fois, je vous invite à aller regarder mon avis détaillé dessus si vous voulez plus d'informations. Mais en tout cas, c'est un jeu auquel j'ai consacré pas mal de temps. J'y ai passé, je crois, 85 heures au final. Et ça a été très formateur, très passionnant, parfois extrêmement frustrant, mais également parfois euphorisant presque de satisfaction et d'accomplissement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est mon jeu préféré de 2025. Et j'attends avec une très grande impatience la suite, puisque une suite a été annoncée il y a quelque temps, là, Black Myth Zonkui, je crois. Je ne sais pas si je le prononce bien. Bon, je pense qu'il ne va pas sortir tout de suite. Mais voilà, je serai au rendez-vous en tout cas pour le deuxième volet. J'espère qu'il sera aussi bon, voire peut-être meilleur que celui-ci. Et en tout cas, en attendant, je vous le conseille vraiment si vous avez envie de ce type d'expérience de gaming et si vous êtes prêt à suivre cette longue et intense pérégrination avec Sun Wukong. Voilà. Donc voici mes 4 meilleures découvertes de 2025. Donc comme je disais, c'est globalement de l'action-aventure, mais c'est quand même des styles un peu différents. Voilà, on a God of War, Yakuza, Horizon, Black Myth. Je trouve que ça fait un bon petit panel de découvertes. Et puis j'espère que 2026 sera tout aussi riche en belles expériences. À mon avis, il y a moyen parce qu'il y a des grosses sorties là qui sont prévues pour 2026. Alors, je ne vais pas forcément les faire tout de suite. Mais je pense que 2026 devrait réserver son lot de très bons jeux également. Et le tout premier que je vais faire, qui va ouvrir 2026 pour moi, ce sera Ghost of Yotei, que j'ai eu pour Noël. Donc là, je vais partir en vacances, du coup, je vais pas pouvoir jouer dans les 2 semaines à venir, là. Mais quand je reviendrai, je me lancerai dans Ghost of Yotei. Peut-être que je ferai des vidéos let's play ou pas, je vais voir. Et puis, entre-temps, je vous ferai aussi mon avis global sur le tout dernier jeu que j'ai fait en 2025. Il s'agit de Spyro Reignited Trilogy, que je n'ai pas mis dans ce top, mais dont je vous ferai un avis gaming après cette vidéo. Et donc voilà, j'espère que de votre côté, vous avez eu des belles expériences de gaming. Moi, je vais revenir aussi avec un top des lectures de 2025. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez joué au jeu que j'ai présenté ou si vous avez envie d'y jouer, qu'on puisse en discuter. Voilà. Eh bien, à plus tard et salut.